Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va parler cyclisme, on va débriefer les championnats du monde du contre-la-montre. J'ai bien les championnats du monde du contre-la-montre parce qu'on va débriefer l'épreuve féminine, l'épreuve masculine. Aujourd'hui, il y aura encore pas d'habillage. C'est juste que j'ai pas les maillots des équipes nationales, j'ai pas réussi à les trouver. Donc, par rapport aux équipes déjà traditionnelles, j'ai pas toujours les maillots à jour. Par exemple, Ineos. Pas le maillot de Ineos Grenadier et je crois que c'est la Sunweb. La Sunweb, toujours pas le maillot blanc sur le site de l'UCI, donc là il y aura pas les maillots. Mais on va faire le débrief. On va commencer par les filles. On va parler des Françaises. On va parler peut-être d'Audrey Cordon-Rago, 11e à que je retrouve la ligne, qui a fini à 1,53 de Anna van der Breggen, qui est championne du monde. Sur un parcours comme ça, elle a fait vraiment sa course, je trouve. Audrey Cordon-Rago, je pense qu'elle est à sa place, très clairement. Elle a fait un très bon retour. Sur la première partie, elle pouvait peut-être aller un peu plus vite pour rentrer dans le top 10 parce qu'elle est à rien du top 10. Le top 10, c'est une 46. Donc voilà, elle est à 7 secondes du top 10. Mais très clairement, il n'y a pas d'erreur sur son contre-la-montre. Elle fait une course de qualité. Après, elle est à sa place. Elle avait fini deuxième des championnats de France. Là, elle est première française devant Juliette Labou. Elle a en plus beaucoup couru. On a vu malgré tout, il n'y a pas eu de fatigue chez elle. Donc Audrey Cordon-Rago, voilà, très belle place. Du côté de Juliette Labou, de Juliette Labou, c'est un petit peu plus décevant parce qu'elle est 17e, que l'année dernière déjà, elle avait eu un petit peu de mal, je crois me rappeler, sur le contre-la-montre. Donc voilà, 17e, c'est vrai qu'on l'attendait peut-être un peu plus devant, mais Juliette Labou reste une jeune concurrente. Voilà, elle a simplement 21 ans, donc elle a encore beaucoup d'avenir. Et puis en plus, chez les filles, on s'aperçoit que contrairement chez les garçons, pour le moment, on a très peu de concurrentes qui sont très fortes, très jeunes. C'est-à-dire qu'on a quand même des concurrentes qui arrivent à maturité à 25-26 ans encore. On a très peu de grandes performances réalisées par des filles qui ont moins de 25 ans aujourd'hui. Les Van der Breggen, Van Vleuten, Marianne Vos. Digert, c'est un peu différent. C'est avec Digert, 23 ans. Mais 23 ans, c'est-à-dire que voilà, elle a encore un an de moins que quand Digert a été championne du monde. Donc c'est encore une jeune fille. Il faut qu'elle apprenne maintenant à... Enfin voilà, elle a encore beaucoup de temps devant elle. Elle est dans cette équipe depuis 2017. Mais voilà, faut encore attendre avant qu'elle exprime l'entièreté de son potentiel. Mais de toute manière, on sait qu'elle est très performante. C'est pas forcément en plus... elle est forte sur le contre-la-montre, mais c'est pas forcément là où elle est la plus performante. Donc il faut aussi... prendre en compte ce genre de choses. Mais oui, on la verra dans les années à venir. Mais c'est vrai que son contre-la-montre au championnat d'Europe était peut-être un petit peu meilleur. Après, sur les championnats d'Europe, il n'y avait pas grand monde non plus. Il faut le rappeler, la start list n'était pas exceptionnelle. Je continue avec les filles, avec les 3 filles au top. Je commence bien entendu avec Anna van der Breggen. Oui, championne d'Europe, championne du monde, pardon. Elle tournait autour ces dernières années. C'est vrai que ça n'avait pas été forcément facile. Faut aussi se dire que Chloé Digert, la chute de Chloé Digert l'a aidée. Malgré tout, dans une course, il faut déjà arriver pour faire un bon résultat. Et bien, Van der Breggen nous l'a montré. Donc un très beau parcours. On voit quand même qu'elle a fait un très gros retour parce qu'elle n'était pas si en avance que ça par rapport aux concurrentes derrière. Et puis sur le retour, elle a été très très forte. Elle ne s'est pas tassée, contrairement à d'autres concurrentes qui ont eu un peu plus de mal vent de dos. Et comme Audrey Cordon-Rago, elle a fait une très belle phase de retour. Deuxième coureur concurrente au top, je vais faire comme ça, je sais pas, cycliste,
Ouais, on va faire, allez, concurrente au top. Marlene Reusser de la Suisse, 15 secondes derrière. Et Marlene Reusser, alors je peux vous dire que je l'avais pas mis parmi mes favorites parce que je ne la connaissais pas. Enfin, j'avais jamais dû voir de course avec. Marlene Reusser, oui, les championnats d'Europe, mais la course féminine, pourtant je l'avais vue. Mais oui, elle a fait des courses féminines que je n'ai pas vues. Donc voilà, je peux vous dire, parce que le Giro, je ne l'ai pas vu, le Giro féminin, entre Tirreno, le Giro féminin, le Tour de France, c'était un peu compliqué. En plus, il fallait le regarder sur Eurosport, c'était des petits résumés de 30 minutes. C'était pas forcément l'idéal. Le Giro Rosa. Mais du côté donc, de cette Suissesse qui à 29 ans, elle a fait vraiment un très très beau parcours. Elle n'est pas professionnelle depuis très longtemps, hein, je suis en train de me dire. Oui, elle n'est pas professionnelle depuis très longtemps, mais elle a fait vraiment une très belle course. Et puis là, j'avais le sentiment d'une fille qui avait énormément de puissance. C'est-à-dire qu'elle avait énormément de puissance. Toutes les petites côtes dans la deuxième partie du parcours, elle les a passées assises sur la selle. Et ça c'est très intéressant pour les prochains contre-la-montre parce que voilà, elle nous montre véritablement qu'elle est très forte dans ce domaine-là et j'attends de la revoir au plus haut niveau. Et puis Ellen Van Dijk, c'est pas vraiment une surprise. Ellen Van Dijk, c'est une très très grande rouleuse. C'est une fille qui sur le plat est juste phénoménale, elle arrive à amener des braquets monstrueux, et ben là oui, un podium pour elle. Elle a rarement été sur le podium parce que souvent elle a fini 4ème, elle a fini un peu 4 ou 5. Là c'est vrai qu'elle a un podium, donc c'est vraiment bien pour elle. Je passe aux déceptions. Je commencerai avec Victoria Bussy. La position sur son vélo était très mauvaise, il faut le dire. Elle finit avec 1,46, mais elle n'a jamais été dans le coup, Victoria Bussy. Et vraiment, je pense que c'est dû à une position sur le vélo qui n'est pas bonne. Elle a un guidon, les prolongateurs sont très très hauts au-dessus de son guidon. Vous voyez, vous avez le guidon donc de contre-la-montre avec un peu aérodynamique. Et les prolongateurs, ils sont pas bas, ils sont très très hauts. Ce qui fait que les 3/4 du temps, elle n'avait pas les bras sur le prolongateur. Mais sur un parcours de spécialistes comme ça, si vous n'avez pas les mains sur le prolongateur, vous perdez énormément de temps. Et elle a perdu beaucoup de temps, notre amie Victoria Bussy. Donc ça, c'était pas top. On pourrait dire Amber Neben 6ème. Mais bon, les poids des ans se fait sentir quand même pour Amber Neben au fur et à mesure des années. Et puis Lisa Norden, pourquoi ? Parce qu'elle finit simplement 24ème, Lisa Norden. Alors, le contre-la-montre, c'est pas forcément sa discipline de prédilection à Lisa Norden, mais quand même, 24ème à 2 minutes 52, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de points perdus, donc c'est dommageable sur un chrono comme ça de ne pas avoir réussi à faire un peu mieux pour elle. Mais bon, l'année dernière, elle était 14e en plus, donc voilà, elle est capable de faire mieux. Là, c'est vrai que 24e, c'est un petit peu décevant pour elle. On passe aux garçons. Du côté des garçons, je vais commencer avec les Français. Du côté des Français, ma belle performance quand même de Rémi Cavagna qui fait top 10, 7ème, devant des mecs comme Campana-Hertz, comme Dosset, comme Dumoulin, comme Bevin, comme Affini, comme Durbridge également. Donc c'est vraiment même Josh Van Enden, donc c'est vraiment un très bon contre-la-montre de la part de Rémi Cavagna. Je pense qu'il a emmené un petit peu trop gros et c'est vrai que moi j'ai regardé le contre-la-montre sur Eurosport. Donc c'était Di Grazia et Jackie Durand. Et c'est vrai que Jackie Durand a bien remarqué ce truc-là. C'est vrai qu'il a emmené peut-être un peu trop dedans sur la première partie du parcours. Il a fait un très bon retour. Rémi Cavagna, c'est l'un des coureurs qui a fait le meilleur retour. Mais sur la première partie, il avait peut-être emmené un peu trop gros et ça lui a coûté un petit peu de temps. On passe au deuxième français, c'est Benjamin Thomas, un peu plus derrière, mais il fait quand même un chrono Benjamin Thomas à 49,8 km/h de moyenne. Benjamin Thomas, et il fait le même chrono que George Van Enden. Bon, après, Benjamin Thomas, on s'attendait pas non plus à des merveilles, mais sur un contre-la-montre où il y avait où ils étaient 56 à partir,
Il finit quand même dans la première moitié, ce qui n'avait pas forcément été le cas l'année dernière où il avait fini beaucoup plus loin. Oui, il lui en manque par rapport au niveau aujourd'hui international sur contre-la-montre, il lui en manque. Mais ça reste quand même une belle performance de la part de ce coureur français, donc à voir dans les semaines à venir pour Benjamin Thomas et surtout les années à venir. C'est un coureur qui fait peu de route quand même, qui fait encore beaucoup de pistes. Donc voilà, ça a aussi son importance là-dessus sur un contre-la-montre comme ça. On passe au coureur au top, bien entendu, Filippo Ganna. Je l'avais oublié de le mettre parmi mes favoris. J'avais complètement oublié Filippo Ganna, je m'en excuse, sur la présentation des championnats du monde. Il nous a montré une puissance physique assez formidable quand même. Quand on voit ce qu'il arrive à développer sur la première partie de parcours, et tu te dis sur la première partie de parcours, il y a du braquet, mais il n'en avait pas trop mis, et sur le retour, il met encore du braquet, mais il n'y en a pas trop, et puis il en manque pas non plus, c'est-à-dire qu'il a vraiment le braquet idéal, et il a cette capacité à emmener ce braquet-là également, c'est-à-dire qu'il a un gros braquet, mais il arrive à l'emmener correctement. Il a pris les bonnes trajectoires, quand je l'ai vu sur son vélo, il est vraiment, c'est vrai que moi à chaque fois, la première fois que je l'avais vu, c'était au Tour de la Provence, quelque chose comme ça. C'était une course française, la première fois que je l'avais vu, et je m'étais dit, il est quand même sacrément bien posé sur sa machine, Filippo Ganna. Et là, c'est encore le cas, quoi. Il a une position sur son vélo qui est magnifique. Et quand vous êtes aussi bien positionné que ça sur votre vélo, c'est vrai que c'est quand même difficile de se faire avoir. Donc là, il a montré vraiment des très très belles choses, Filippo Ganna. Voilà, champion du monde, l'année dernière, il était déjà pas passé loin. Il progresse. Et puis Ineos, je pense, va vouloir le conserver. Filippo Ganna, donc c'est vraiment une très très belle perf de sa part. Deuxième, Wout van Aert. Encore une fois, Wout van Aert, 26 secondes, il fait un bon chrono, il n'y a pas d'erreur du côté du Belge. Avec Rémi Cavagna, ce sont les deux seuls qui ont fini le Tour de France, qui sont bien classés, et Kasper Asgreen également. Vous voyez quand même que tous les autres, dans ce contre-la-montre, sont bien plus loin, ceux qui ont fini le Tour de France. Non, Wout van Aert, on n'est pas vraiment surpris. Il sait faire tellement de choses. C'était peut-être presque trop plat pour lui. Parce qu'il finit à 26 secondes. Il fait un énorme retour par contre. Hein. Il est à 57 à l'heure. Peut-être qu'il avait pris un peu trop gros sur le début de course. Ou peut-être qu'il est parti un petit peu en dedans, comme Audrey Cordon-Rago. C'était peut-être un peu trop plat pour lui sur la première partie de course. C'est vrai je pense que sur un parcours plus vallonné... il aurait été dur à battre, mais voilà, on le voit à 26 secondes, 52,3 de moyenne quand même. Donc belle performance. Et puis Stefan Kung, troisième, on l'attendait à ce niveau-là. On n'a pas été vraiment déçu par le coureur suisse qui est à sa place, hein, je dirais très clairement, 29 secondes, 52 km/h de moyenne. Il faisait partie des favoris, il n'a pas déçu, il est, je crois, totalement... à sa place. Les déceptions pour ces championnats du monde de chrono masculin, Rohan Dennis qui est le premier en déception, 5e simplement, 39 secondes quand même, une deuxième partie de parcours très difficile, il a pris un braquet trop petit, ça tournait énormément le jambe mais ça n'avançait pas énormément. Je pense qu'il a pas assez anticipé le fait qu'il y avait beaucoup de vent d'eau sur la deuxième partie de parcours, ce qui fait que sur le retour, tu voyais que ça tournait fort les jambes, mais ça avançait beaucoup moins que Ganna, que Wout van Aert, que Cavagna, même un que j'avais vu, que Walscheid également, qui était parti très tôt. C'était moins efficace à l'œil nu, ça se voyait que c'était moins efficace. Et puis Rohan Dennis, c'est vrai que je me dis, certes il s'est raté sur la deuxième partie de parcours, mais par rapport à un Filippo Ganna l'année dernière, Ganna lui reprend énormément de temps. L'écart qu'il y avait l'année dernière, on ne l'a plus du tout cette année. Alors certes, l'année dernière, il avait eu la chance d'être très frais, parce que après le Tour de France, il n'avait pas couru, et puis il avait couru 10 jours sur le Tour de France. Mais là aussi, il était très frais. Donc soit il manquait de jours de course, soit c'est vrai que je trouve que Rohan Dennis a quand même perdu un petit peu de poids. Et en contre-la-montre, le poids, ça veut dire moins de puissance. Et peut-être moins efficace aussi. On sait qu'il aimerait bien jouer les grands tours. Peut-être que ses relations également avec Ineos, on sait que les relations avec Ineos sont quand même pas exceptionnelles. Le fait qu'il n'ait pas pu utiliser le vélo qu'il voulait,
ça a peut-être joué dans cette performance-là. Deuxième déception pour moi, c'est Tom Dumoulin, 10e simplement, 1 minute 14. Peut-être la fatigue du Tour de France qui pourrait nous expliquer cette contre-performance du Néerlandais. Enfin, juste pour vous dire, les deux Néerlandais de toute manière n'ont pas fait un gros chrono, parce que Tom Dumoulin est 10e, Josh Van Enden est 21e, c'est aussi une grande déception d'un côté comme de l'autre. On aurait pu s'attendre à beaucoup mieux, surtout Josh Van Enden, mais il s'avère que du côté de Tom Dumoulin, il s'est fait aussi une belle frayeur à un moment sur le parcours. Mais il en manquait un petit peu aujourd'hui pour aller taquiner les meilleurs, très clairement, parce qu'il finit même à Rémi Cavagna, qui était pourtant derrière lui au Tour de France sur les portions de plat, finit quasiment 20 secondes devant lui. Donc ça montre également le manque de rythme qu'il avait dans cette deuxième partie de parcours. Et puis la grosse déception quand même, c'est Tobias Luggensen, qui finit simplement 44e, le Suédois, à 3,56. Alors je sais bien qu'on ne le voyait pas gagner la course, mais finir quand même à quasiment 4 minutes des mecs de devant, ça fait quand même beaucoup. Et puis une autre déception, tiens, pour citer un autre coureur également qui finit assez loin dans ce classement, c'est Luke Durbridge, 15e, simplement à 1,36, on aurait pu s'attendre à mieux. Mais lui, c'est vrai qu'il a aussi, il commence à avoir du mal. Luke Durbridge, je me disais, sur la piste, il a eu un énorme palmarès. Par contre, sur la route, il n'y a pas grand-chose. Luke Durbridge, il y a eu quelques contre-la-montre, mais même pas tant que ça. Et puis vraiment sur les épreuves en ligne, son palmarès. Si je regarde attentivement sur Pro Cycling Stats, il a quoi comme victoire? Il a un Tour de la Sarthe, un Tour du Poitou-Charentes, mais c'était en 2012, ça remonte déjà extrêmement longtemps. Il a une étape du Dauphiné, c'était aussi en 2012. Depuis, il n'y a pas grand-chose à part le championnat national d'Australie. Il ne s'est pas passé grand-chose dans sa carrière. Donc ça serait bien. Et ça y est, il y a eu le contre-la-montre par équipe du Tour de République tchèque qu'il a remporté cette année. Mais sinon, c'est vrai que son palmarès est quand même extrêmement décevant et c'est un petit peu dommageable, je trouve, pour un coureur de ce type qui avait quand même plutôt un beau profil. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On fera pareil pour les championnats du monde sur route. Alors je sais pas si je ferai une vidéo que pour les filles, une vidéo que pour les garçons, ou si je ferai pareil que pour le contre-la-montre, une vidéo qui englobera les deux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires également. Et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Megac Production. Ciao ciao.